Bienvenue dans Thinker Jaune, ça fait 1 an que la chaîne existe. Donc on revient aux sources, on réinvite Ermelinda. Bon anniversaire. Ermelinda, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour ta présentation personnelle. Non, je pense qu'on peut. Ceux qui veulent me connaître mieux, ils peuvent aller voir la vidéo, la toute première vidéo de la chaîne où je parlais du Nicaragua. C'est juste. Voilà, j'ai dans mon cœur ce qu'on appelle les pays de l'ALBA, les pays de l'Amérique latine, le Cuba, Venezuela, Nicaragua et Bolivie. Je voulais revenir sur un événement qu'il y a eu cet été. Donc c'est le sommet entre l'Union européenne et le CELAC. Donc le CELAC, rappelle-moi ce que ça veut dire. La communauté des États latino-américains et caribéens. Voilà. Et donc à côté de ce sommet officiel, il y a eu un sommet des peuples où beaucoup d'organisations sociales européennes et d'Amérique latine et des Caraïbes ont échangé, on va dire. Qu'est-ce que tu retiens de ce sommet ? Eh bien, je ne sais pas si tu as un petit retour. Oui, j'ai un petit retour à faire. Il est intéressant parce qu'on voit aussi un peu ce que c'est l'impérialisme à l'œuvre quand on regarde ce genre de sommet. Oui, donc pardon, je ne sais pas si j'ai précisé que c'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles, oui, avec notre bonne van der Leyen en hôtesse de maison. Alors, c'est un bon exemple d'impérialisme parce que la CELAC, je vais juste dire un mot dessus, c'est que c'est la communauté des États latino-américains et caribéens, et c'est un organisme qui a dû se construire parce qu'il y avait un autre organisme qui existe, qui s'appelle l'OEA, l'Organisation des États américains, qui a été construite par les États-Unis. Fidel Castro appelle ça le ministère des colonies états-uniens. Et la CELAC s'est justement construit pour dire ok, on va se réunir, mais alors on ne veut pas des États-Unis, on ne veut pas du Canada dans notre groupe, parce que c'est nos intérêts. Parce que cette politique de la porte ouverte dont je parlais des États-Unis, elle s'est avant tout exercée sur le continent latino-américain. À partir de 1823, il y a un truc qui s'appelle la doctrine Monroe, et les États-Unis commencent à se sentir à l'étroit depuis donc le début du 19e siècle, et c'est en Amérique latine qu'ils viennent d'abord commencer à s'installer. Et donc avec cette idée que l'Amérique appartient aux États-Unis, c'est chez eux. Et donc, on pourrait... Comme l'Asie appartient au Japon. Voilà, comme l'Asie appartient au Japon. Et du coup, on pourrait se dire, vu qu'en Europe, les États-Unis considèrent qu'ils sont chez eux à travers l'Union européenne et qui nous dictent quand même toute notre politique extérieure, ils nous détruisent notre approvisionnement en énergie et on ne moufte pas, on pourrait se dire... on va rencontrer la communauté des États latino-américains et caribéens qui s'est construit justement pour ne pas avoir les États-Unis dans son groupe. On a des intérêts communs, on pourrait se mettre à discuter. Mais non. Évidemment, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est fait le bon petit soldat des États-Unis. Au lieu de voir qu'il y avait un intérêt commun avec l'Amérique latine sur cette question-là, c'est-à-dire de comment on se met ensemble pour arrêter que les États-Unis nous harcèlent, ils se sont fait le relais des États-Unis et ont essayé de harceler la CELAC. Et du coup, pour une réunion entre l'Union européenne et les États latino-américains, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas Zelensky ? Et donc, ils ont voulu inviter Zelensky, qui n'appartient pas à l'Union européenne, au truc. Et donc les États caribéens et latino-américains ont dit non, ce type-là, on n'en veut pas, ça c'est une guerre qui est chez vous, nous ça nous intéresse pas, on s'est déclaré zone de paix en 2014, c'est pas pour aller commencer à rentrer dans votre jeu. Faut savoir que Zelensky a essayé de faire une tournée en Amérique latine, ça a été un fiasco total, partout où il y allait, il y avait personne, les parlements étaient vides, personne ne voulait l'inviter. Après, Scholz a fait sa tournée, c'était une catastrophe, il n'y avait personne qui voulait. Lula disait, donc le président du Brésil, qui trouvait que Zelensky était un type très, très louche et qu'il était autant responsable que les Russes de la guerre. On rappellera qu'en Amérique latine, donc, il y a des régimes de tous les types. Il y a des régimes d'extrême gauche, on connaît Cuba, Venezuela. Il y a aussi des régimes d'extrême droite, il y a des régimes qui sont vraiment très pro-américains, donc tout cela réussissent à avoir quand même une position commune au niveau international. Oui, à travers la CELAC. Et cette position commune, là pour le coup, ça a été de dire on ne veut pas de Zelensky dans une rencontre avec l'Union européenne. Et alors la deuxième position commune qui a été, c'est on ne veut pas condamner la Russie.
Parce que tout le sommet officiel a consisté à mettre la Russie comme le grand méchant, à obliger la CELAC à déclarer sa haine de la Russie. Et du coup, ça a débouché sur une déclaration commune qui, au départ, ils voulaient parler de guerre contre l'Ukraine. Ils ont dit non, on parlera de guerre en Ukraine. Il n'y a pas de condamnation de la Russie. Et en fait, il ne s'agit même pas d'une déclaration commune. Ils ne sont même pas arrivés en fait, à faire une déclaration commune parce que le Nicaragua a refusé de la signer. Donc alors l'Union européenne s'est bien gardée de préciser ça. C'est écrit dans une astérix en note de bas de page que c'est pas signé par tout le monde, ce qui fait que ce n'est pas une déclaration commune. Donc ça a été un échec total pour l'Union européenne qui n'a pas réussi à imposer, qui n'a pas réussi à contrôler en gros la politique extérieure de. Oui, donc il y a l'histoire de l'Ukraine et il y a autre chose que la CELAC et de manière générale les BRICS et le Sud global ne supportent plus, c'est le principe des sanctions. Oui. Et d'ailleurs, ça c'était un des gros sujets et qui a été lamentablement aussi traité par le sommet des peuples aussi. C'est-à-dire que les sanctions... il y a eu une phrase, enfin un peu plus qu'une phrase dans la déclaration commune, mais sans vouloir mentionner les sanctions au Nicaragua. Et alors, là où c'était vraiment difficile, c'est que la CELAC en gros, ce qu'on appelle les accords du Mercosur, donc l'Union européenne essaye de signer des accords avec les pays latino-américains, des accords commerciaux, et alors a inclus dans ces accords-là des clauses de sanctions préalables, c'est-à-dire qu'ils disent si vous ne faites pas ça, ça, ça et ça, on va vous sanctionner sur de respect de l'écologie, comme si l'Europe avait des leçons à donner en la matière. On peut même estimer que l'Amérique latine est en avance sur, en tout cas certains pays sont largement en avance au niveau écologique par rapport à l'Europe. Oui, énormément. Par exemple, en Équateur, quand ils avaient trouvé un grand gisement de pétrole, Rafael Correa avait dit aux Européens, enfin au monde entier, en disant voilà, il y a deux options. Nous, on a besoin de se développer, donc soit on exploite le gisement, soit et du coup ça va avoir un impact écologique, soit vous créez un fonds qui en gros nous permet de pouvoir continuer à investir dans d'autres domaines, mais sans qu'on perde trop d'argent à ne pas investir. Et je crois qu'ils ont récolté c'est un truc comme 200 millions d'euros. Et il a dit bon, écoutez, voilà quoi, non. Peut-être que les sanctions envers la Russie, c'est pas un bon exemple parce qu'en fait, elles se sont retournées contre ceux qui les ont émises. Parce que bon, on peut sanctionner Cuba, c'est facile. Si on bloque Cuba, les Cubains, ils n'ont plus rien. Mais si on bloque la Russie, c'est soi-même qu'on se prive, voilà, qu'on s'exclue. Mais donc, par exemple, si on prend plutôt l'exemple de Cuba, pourquoi les sanctions, c'est mal? Sur Cuba, alors là, Cuba, en gros, a fait une révolution et les États-Unis ont décidé qu'ils n'avaient pas le droit. Alors, il faut savoir que indépendamment qu'ils font bien ce qu'ils veulent à Cuba, le contexte dans lequel s'est fait cette révolution, je veux dire, ce pays était un pays ultra corrompu, c'était plus possible de vivre à Cuba avant la révolution. Et donc, ils font une révolution, les États-Unis décident que non, tu ne fais pas un régime socialiste chez toi, et donc on impose des sanctions. Et du coup, ils étranglent Cuba, mais faut savoir qu'aujourd'hui, à Cuba, ils sont sous sanctions depuis les années 60. Aujourd'hui, à Cuba, les gens, ils ont faim. Ça arrive à ce stade-là, c'est tellement violent que ça empêche les gens de vivre complètement, quoi. C'est pas juste t'as des pénuries de PQ, non, c'est vraiment t'as faim, en fait, ta population elle a faim. Et du coup, ils disent, le but affiché des sanctions, c'est de dire on va rendre la vie tellement impossible à la population qu'ils vont finir par faire un coup d'État. Et là, ça fait... donc les Cubains ont faim, mais les Cubains ont faim depuis longtemps. Je veux dire, c'est pas ça qui les motive à faire un coup d'État. Les Cubains, ils ont pas envie d'un autre système politique que ce qu'ils ont, et ils tiennent le coup, et puis à un moment, peut-être qu'ils tiendront plus le coup, je sais pas, mais c'est pas... il faut les affamer combien de décennies?